Il est bientôt 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Nous allons vous raconter l'histoire d'un incroyable retournement, comme seule la guerre en Ukraine peut en être le théâtre. Deux images illustrent le virage inattendu de la part du président américain. Seulement 2 mois, vous voyez, séparent ces deux séquences. La première, c'était fin février, le clash dans le bureau ovale où on pensait que cet affrontement extrêmement virulent signait la fin de l'aide américaine à Kiev. Et finalement, fin avril, ces retrouvailles historiques, une image qui a fait le tour du monde et qui n'a pas du tout plu au Kremlin. Trump a compris que le président russe était en train, je cite, de le balader et qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Il vient de conclure un partenariat économique et militaire avec l'Ukraine qui a déclenché la colère de Moscou. Trump est devenu l'homme à abattre dans les médias russes. Regardez. Il a proposé de faire exploser 2 bombes nucléaires, de les faire exploser à proximité des 2 côtes américaines. Le torchon brûle entre les deux anciens amis. Vladimir Poutine organise une démonstration de force en vue du 9 mai, jour où les Russes fêtent leur victoire sur l'Allemagne nazie et mènent une opération de propagande contre la France, autre allié de Kiev. Un bataillon de Français combattrait aux côtés des Russes. Les Américains, lassés, annoncent leur retrait du processus de négociation. Poutine, la nouvelle cible de Trump, c'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons justement le président américain, fier d'annoncer son accord conclu avec l'Ukraine, qui implique une présence américaine qui pourrait être interprétée comme une garantie de sécurité. C'est ce que réclamaient les Ukrainiens. On va entendre Donald Trump dans un instant. Allons plus loin dans le grand dossier ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir nos invités, le général Nicolas Richoux, bonsoir. Bonsoir. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Christine Dugouin-Clément, bonsoir. Bonsoir. Chercheuse en géopolitique pour la chaire Normes et risques à l'IAE Paris-Sorbonne Business School et pour le think tank Cap Europe. Écoutons le président américain. Nous avons conclu un accord dans lequel notre argent est assuré, avec lequel on peut commencer à creuser et à faire ce qu'on a à faire. Mais il est aussi bon pour eux parce que vous aurez une présence américaine constante là-bas. Cette présence va, je pense, éviter que des acteurs extérieurs mal intentionnés ne s'invitent là où on creuse. Gallagher, on a le sentiment d'être dans une dimension parallèle quand on pense à ce qui s'est passé il y a 2 mois. Et là, on entend Trump dire qu'il est fier d'avoir conclu un accord avec Zelensky. On va écouter un autre membre de l'administration Trump qui dit que Kiev a compris et que c'est maintenant à la Russie d'accepter qu'elle ne gagnerait pas la guerre. Est-ce que Trump-Poutine, c'est fini ? Non, je pense qu'il est évidemment trop tôt pour affirmer ça de manière définitive. Je mets de côté le côté erratique de Donald Trump qui fait qu'il est si difficile à lire, parfois même à comprendre, pour souligner la maestria et le brio de la diplomatie ukrainienne. Vous avez rappelé le contraste immense entre cette image qui a fait le tour du monde, celle du 28 février, de cette altercation entre le président des États-Unis, son vice-président et leur invité, le président ukrainien Zelensky. Et puis quelques semaines plus tard, ce tête-à-tête tout aussi fameux désormais entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sous les ordres de la basilique Saint-Pierre de Rome. La ténacité d'une Ukraine qui aurait pu finalement, j'allais dire, renoncer en fait, se dire qu'il y avait une rupture qu'il fallait acter par les États-Unis. Et bien au contraire, le fait que Zelensky ait tenu tête, mais sans tomber dans une forme d'excès qui était franchement, je pense, sacrément tentant au vu de ce qu'il entendait venir de la Maison-Blanche. Rappelez-vous que ce même président américain, il n'y a pas si longtemps, le traitait de dictateur. Et oui. Affirmer que quand qu'on devrait réfléchir, faisant référence à l'Ukraine à 2 fois, avant de déclencher une guerre avec son voisin bien plus grand et ensuite de faire le tour du monde pour demander des missiles.
sont les propos de Donald Trump. Et là, cet accord qui est signé et qui est franchement bien meilleur que ce qui avait été proposé à l'origine. Et la raison pour laquelle j'insiste sur la ténacité de cette diplomatie ukrainienne, c'est que jusqu'à la dernière minute, il y a eu une tension palpable qui s'est manifestée par ces déclarations. Rappelez-vous, jusque tard mercredi, où on avait cette ministre ukrainienne de l'économie qui était à bord de son avion pour aller de la Pologne, enfin de l'Europe à Washington, et le FT qui publiait un reportage, ou en tous les cas un article, affirmant que la Maison-Blanche regrettait que les Ukrainiens aient introduit 2 nouvelles clauses à la dernière minute, les Ukrainiens qui montaient un peu de fébrilité. Et puis, dans une réunion de cabinet autour de Donald Trump, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui disait « Écoutez, a priori, ça devrait se faire. » Et ça s'est effectivement fait. Il a plein de défauts, cet accord, mais, et j'en termine par là, quand vous entendez, et là vous nous avez fait entendre Donald Trump, mais je parlais de Scott Bessent, même J.D. Vance et d'autres personnages, le département d'État de premier plan dans l'aéropage trumpien, l'espèce de virage à 180 degrés dans la manière de décrire la relation entre les États-Unis et Kiev, on a franchement un changement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une rupture, même un début de rupture avec Poutine ? Je ne le pense pas, mais en tous les cas, clairement, c'est moins prévisible et moins tranché que ça a pu l'être dans un passé très récent. Mais oui, et pour montrer que ce face-à-face Poutine-Trump prend une tournure inattendue, regardons ensemble cette séquence à la télévision russe avec Soloviev, qui est le propagandiste en chef du Kremlin. On dit c'est l'une des voix de Poutine à la télévision russe. Regardez ce qu'ils disent des Américains désormais. Avec ce genre de personnes, laissez-moi vous rappeler, quand l'URSS a signé un pacte avec Hitler, tout le monde ne savait-il pas avec qui nous étions en train de signer ? Bien sûr qu'il savait. Tout le monde en URSS avait lu Mein Kampf. Il a proposé de faire exploser 2 bombes nucléaires. Des bombes à hydrogène. Des bombes à hydrogène. Dans tous les cas, elles sont thermonucléaires. De les faire exploser à proximité des 2 côtes américaines. Le tsunami radioactif qui suivrait transformerait les États-Unis en un monde sous-marin. Christine Dugouin-Clément, on mesure quand même le chemin parcouru, notamment à travers cette séquence ? Oui, alors il convient d'être extrêmement prudent avec notamment les déclarations de Soloviev qui sont connues pour être particulièrement paroxystiques et qui ne sont pas forcément représentatives de ce que l'on aurait dans les cercles du pouvoir. Bien sûr, mais Poutine laisse faire. Poutine laisse faire, mais ça lui permet aussi d'être une voix beaucoup plus raisonnable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir des propagandistes qui sont véhéments, qui manient de manière assez régulière le vocabulaire militaire en parlant... de manière récurrente, si ce n'est habituelle, de force nucléaire ou autre qui a un effet de choc et d'effroi, bien évidemment, ça permet d'avoir une parole qui apparaît par comparaison comme bien plus modérée et comme étant le seul interlocuteur viable parce que modéré, notamment au cercle du Kremlin. On a quand même cet effet-là, donc convient d'être un petit peu prudent, même si on le voit maintenant depuis 2022 régulièrement haranguer les foules avec des déclarations militaires dont le général pourrait très probablement parler d'ailleurs. Mais ce que l'on voit, c'est effectivement on a un pivot, mais je pense qu'il faut peut-être garder à l'esprit qu'on a une utilisation de la politique étrangère américaine pour des questions intérieures, que ce soit de diversion sur des choses qui vont un petit peu moins bien, pour avoir quelques éléments de victoire, seraient-ils mesurés. Là, dans l'accord sur les terres rares, eh bien, ça permet aussi de dire que, alors certes, à une échéance qui ne sera pas demain, mais néanmoins, on prend en compte sur une programmation longue, et on reproche beaucoup à Donald Trump d'être dans une immédiateté, et d'aller sur des matériaux qui vont être nécessaires sur tout ce qui est les technologies de pointe et que l'on va retrouver dans les GAMAM notamment. Donc on a quand même ce point-là. Ce que je trouve extrêmement intéressant pour m'inscrire dans ce qui a été dit, c'est que le simple fait qu'on ait un accord qui soit signé, alors maintenant reste à la Rada d'aller ratifier, mais ça veut dire que les États-Unis vont à l'encontre de ce que fait la Russie, c'est-à-dire reconnaissent l'Ukraine comme étant un État avec lequel on va pouvoir signer des accords et des traités. Alors que, il ne faut pas l'oublier, le discours russe, c'est l'Ukraine, quelque part, est un non-État. On est dans une russification, on est dans la destruction de la culture ukrainienne et de
tout ce qu'est ou ce que peut représenter l'Ukraine. Et de facto, on peut la démembrer et on peut l'annexer de manière facile. Là, ne serait-ce que ça, c'est un point qui est, à mon avis, assez important et une pierre dans le jardin du président Poutine. Mais justement, pour bien mesurer l'ampleur du virage du président américain, qui est très versatile, on le sait, souvenez-vous, avant de vous entendre général Richoux, de cette séquence hallucinante dans le bureau ovale, c'était le 28 février. S'il vous plaît, si vous pensez que parler très fort de la guerre... Il ne parle pas fort. Votre pays est en grande difficulté. Puis-je répondre ? Non, vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grande difficulté. Je sais. Vous n'êtes pas en train de gagner. Vous n'êtes pas en train de gagner. Vous avez une sacrée chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous restons forts dans notre pays. Depuis le tout début de la guerre, nous avons été seuls. On avait vécu cette séquence ensemble sur LCI. On pensait que l'Ukraine ne pourrait jamais convaincre Trump de revenir en arrière. Et puis, écoutons le président ukrainien hier. Nous avons parlé avec le président des États-Unis, Donald Trump, de notre volonté de conclure un accord. Nous en avons parlé lors d'une réunion au Vatican. En fait, nous disposons désormais du premier résultat de la réunion du Vatican, ce qui la rend véritablement historique. Général Richoux, est-ce que Poutine vient de perdre son allié ? Alors là, comme ça a été dit, je crois qu'il est vraiment trop tôt. On connaît très bien l'imprévisibilité de Donald Trump pour avoir des doutes sur ce qu'il fera demain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un siècle entre la séquence de la Maison-Blanche et ce qui s'est passé le 30 avril avec la signature de ce traité économique entre l'Ukraine et puis les États-Unis. Donc effectivement, il y a un retour de balancier, mais le retour de balancier, il peut repartir dans l'autre sens demain, parce qu'on voit très très bien que personne ne maîtrise Donald Trump, personne n'est capable de savoir ce qu'il va faire. Moi, il y a une chose qui m'intéresse dans ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que quand j'ai vu la signature de ce traité, je me suis posé la question des garanties de sécurité. Mais je dis, mais quelles sont les garanties de sécurité ? Ils font un deal qui est économique, etc. Et là, Trump, pour la première fois, il y répond. Il dit, il y aura une présence américaine constante. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il va y avoir des troupes, mais il dit, à partir du moment où on va faire du business avec vous, personne ne vous touchera. Et ça, véritablement, ça va à l'encontre, effectivement, de ce que souhaite Vladimir Poutine, qui n'a pas renoncé vraisemblablement à croquer son voisin. Et c'est la première fois, à mon avis, dans le discours américain, que ces garanties de sécurité sont exprimées, même s'ils ne sont pas des garanties de sécurité militaires, c'est-à-dire que vos intérêts sont désormais nos intérêts, et donc nous allons vous défendre. Alors après, il reste à savoir si c'est un engagement de long terme, ou bien ça vaut ce que valent les paroles de Donald Trump au quotidien. On l'a vu quand même faire volte-face un certain nombre de fois depuis 3 mois. Gallagher. Non, je suis vraiment tout à fait d'accord avec le général Richoux, à ceci près que plusieurs choses. D'abord, le président Trump est volontairement ou non évasif sur le levier, j'allais dire, dissuasif dans cette présence américaine dont il ne précise pas si elle est civile, militaire, civilo-militaire ou quoi. Il parle d'une présence dissuasive à l'égard de mauvais acteurs. Je pense évidemment à la Russie. Il ne faut pas oublier qu'avant février 2022, il y avait des entreprises américaines en Ukraine. Il y en avait à la fois dans l'est du pays, dans l'ensemble du pays. Les Russes ne sont pas allés toquer à la porte pour savoir si les actionnaires ils étaient américains ou quoi. C'est-à-dire, ils n'en ont eu que faire. Ils ont ravagé, pris ce qu'ils pouvaient prendre, etc. J'avais vu un chiffre passer, alors je n'ai plus de mémoire, donc je ne vais pas le restituer. Mais c'est assez conséquent quand même. Donc, reste à savoir si c'est si dissuasif que ça. C'est plutôt sur le côté, en fait, c'est le gouvernement américain qui sanctionne un lien. Et puis Dieu sait si les affaires sont importantes pour Donald Trump. Sur le papier avec l'Ukraine, c'est ça le Rubicon, là, ici, qui est franchi. L'autre chose, je pense qu'il faut vraiment insister sur la force de ce moment de 15 minutes, grand maximum, qui s'est joué, encore une fois, à la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est-à-dire que Zelensky, ça fait 2 jours de suite qu'il y fait référence, et ça nous renvoie à ce moment où, en fait, il a trouvé les mots, les formules, et moi qui ai quand même un peu suivi ce personnage, ça nous renvoie à l'un de ses talents qui est indéniable, celui, et c'est pour ça qu'on compare sa rhétorique à celle de Churchill, de savoir mobiliser le langage pour toucher les cœurs, activer les consciences.
Et en l'occurrence, moi je pense qu'il le redoutait vraiment. Ses équipes, ça on commence à avoir les coulisses, étaient vraiment très dubitatifs, vu le 28 février, de l'opportunité pour Zelensky de se retrouver en face à face avec Donald Trump, sachant que Donald Trump, ses équipes avaient fait savoir qu'elles n'en voulaient pas, qu'il était trop occupé. Il n'a vu que Zelensky et il est reparti fissa, Donald Trump. Il a vu personne d'autre. Et alors, quand on commence à avoir des coulisses, en fait, ils se croisent et là, le moment se passe. En fait, et vous vous souvenez de la chorégraphie, il ramène les chaises, etc. On a beaucoup parlé sur LCI. Il a trouvé des mots. Moi, je pense que c'est le haut patronage du pape François du ciel qui a aidé Volodymyr Zelensky. L'intercession. Oui, c'est bien possible. Hein. Permettez-moi d'accueillir Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Merci d'être avec nous en direct sur LCI dans le grand dossier. Avant de nous entendre, Xavier, on va aller plus loin, cartes et chiffres à l'appui avec vous, Général Richoux. Reparlons de ce partenariat économique et militaire conclu avec Kiev, qui ouvre, sous l'impulsion de Donald Trump, un marché de vente d'armes à l'Ukraine à hauteur de 50 millions de dollars ou plus. Il y a d'un côté l'accord conclu sur les terres et sur les minerais, et puis cette note qui date du 29 avril dernier, en même temps que l'accord sur les minerais. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec ces 50 millions de dollars? On sait que l'Ukraine a besoin de défense anti-aérienne. C'est ce dont elle manque le plus. Et on prend l'exemple des Patriotes, dont on vous parle évidemment depuis maintenant 3 ans. Seulement, le coût de ce système, c'est plus d'1 milliard de dollars, 1,5 milliard. Un missile coûte 3 millions. Donc finalement, avec cette somme, est-ce que les Ukrainiens, avec l'aide de Trump, vont surtout acheter des missiles ? Peut-être pas, parce que là, ils peuvent s'en payer une quinzaine. Alors, s'ils en ont un besoin urgent, vraisemblablement. Mais ce qu'il faut dire déjà, dans un premier temps, c'est que 50 millions de dollars, quand on parle de logistique, c'est relativement peu. C'est pas ça qui va être le game changer pour la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que politiquement, l'aide continue. Alors qu'on parlait de l'aide qui allait s'arrêter. Vous avez la séquence de la Maison-Blanche où le renseignement s'est arrêté, l'aide militaire s'est arrêtée. Et là, on reprend l'ère militaire. Alors, c'est pas énorme. 50 millions de dollars, par exemple, vous payez un F-16 d'occasion, ça doit coûter 12 ou 13 millions de dollars d'occasion, à peu près. Donc, vous allez vous en payer 4, à peu près. Un char, un Abrams, même neuf, ça coûte 10 millions de dollars, vous en payez 5. Un Bradley, ça coûte 2 millions, donc vous en payez 25. Vous voyez, vous n'allez pas rééquiper l'armée ukrainienne avec 50 millions de dollars. Mais politiquement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant, parce que c'est peut-être le début d'une certaine reprise de l'aide américaine, et on sait qu'actuellement en Pologne les avions cargo américaines... on va les regarder justement, parce que cette base militaire, c'est quand même une plateforme logistique extrêmement stratégique. Elle se trouve en Pologne et elle est en plein essor. Et regardez ce qui est dit aujourd'hui dans le Kyiv Post. Les arrivées de fret militaire sur la base aérienne de Rzeszów en Pologne ont explosé, menées par des avions de transport de fret de 130 tonnes de l'US Air Force, atterrissant plus de 10 fois par jour. Oui. Alors, cette base, elle est très importante parce qu'aujourd'hui... On la voit ici. Voilà, donc il y a plusieurs bases importantes. La grosse base américaine, normalement, c'est Ramstein, qui est la plus grosse base d'Europe. C'est une ville, en Allemagne, qu'on connaît bien, mais qui est historiquement celle qui est derrière l'ancien rideau de fer. Donc là où la Pologne n'était pas du côté. Là, il a fallu se rapprocher du front, donc c'est le Ramstein de la Pologne, ça. Donc il y a 5000 militaires qui y sont stationnés, de l'OTAN aujourd'hui, et c'est 80% de l'aide américaine, de l'aide occidentale, qui transite par cette base pour approvisionner l'Ukraine. Donc c'est véritablement très important, et on voit que tous les avions de transport stratégiques américains, les C-17, les C-5 Galaxy, peut-être les C-130, etc., atterrissent plusieurs fois par jour pour approvisionner. Donc après le signal des 50 millions de dollars, on voit que l'aide américaine reprend et ne faiblit pas. Et ça doit être également, les Russes le savent, une des raisons de leur mécontentement actuellement et des saillies de Soloviev auxquelles on est habitué aujourd'hui.
Merci Général. On poursuit avec vous, Xavier Titelman. On a parlé de ces cargos américains. On peut aussi montrer ces images de ces avions de combat qui sont bâchés pour certains sur la base militaire aérienne en Arizona. Il y a des F-16 en fait qui vont décoller directement des États-Unis en passant évidemment par la Roumanie pour supporter, pour aider, venir en renfort de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est surtout une surprise parce que les États-Unis n'ont pas directement fourni de F-16. Alors effectivement, est-ce que c'est une aide qui n'a pas été révélée? Est-ce que c'est une aide supplémentaire? Et d'une manière générale, c'est surtout le geste. Soit ils donnent réellement des avions en plus, ce qui permet d'augmenter le stock d'appareils qui sont disponibles en Ukraine, et c'est une très bonne nouvelle. Soit c'est simplement des pièces détachées, et donc c'est pour ça qu'on reconnaît ces avions qui sont sous bâche, et ils ont quand même fait en sorte de les mettre sous bâche un peu serrés. C'est vraiment des vêtements moulants là, pour qu'on puisse vraiment reconnaître que c'est un F-16 et c'est pas simplement des boîtes, des cartons et des obus par exemple. Donc là, il y a un signe politique dans le fait qu'ils les fournissent. Il y a une augmentation du potentiel militaire de l'aviation ukrainienne puisque les F-16 maintenant, ils volent depuis quasiment 1 an et contrairement à ce que disaient les Russes, ils sont pas tous écrasés, abattus, etc. Ils ont une grande efficacité notamment dans la défense aérienne. Et ces F-16, ils commencent à être suffisamment nombreux pour qu'on les voit dans les opérations offensives. C'est-à-dire qu'on les voit se rapprocher du front, notamment pour faire des missions de bombardement. Et ça prouve vraiment qu'ils ont un plus que ce qu'il y avait il y a quelques semaines encore, parce que c'est une mission qui est vraiment plus risquée. Donc, ils se permettent de les mettre en danger. Xavier Titelman, on parle de F-16, mais moi je voudrais aussi revenir, c'est ce qu'on disait avec le général Richoux, sur donc l'explosion de ce fret militaire sur la base aérienne de Rzeszów en Pologne. Ça nous dit aussi que Kiev peut accélérer avec le soutien américain. Bien sûr. Alors déjà, il y a 2 choses. Il y avait eu un net ralentissement. Il n'y avait pas eu un arrêt des livraisons américaines, mais il y avait eu un ralentissement. D'abord, c'est un rattrapage de ce qui aurait dû être livré il y a 1-2 mois. Et donc déjà, il y a l'effet rattrapage. Mais effectivement, on a une accélération qui ne correspond pas à un nouveau paquet d'aides qui aurait été officialisé. Donc effectivement, on pense qu'il y aurait du soutien militaire supplémentaire qui n'a pas été annoncé par Trump. Peut-être que ça se fait un petit peu sur des fins de stock, peut-être que c'est de l'argent qui restait des aides précédentes qui n'avaient pas été consommées, et peut-être, comme on le disait à l'instant, c'est les millions d'euros d'achat, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Ukraine reçoit des équipements, mais elle achète du matériel. Les Césars français, pour une partie d'entre eux, ils ont été payés par les Ukrainiens. Les systèmes de défense aérien, Thales, les radars de très très grande qualité, ça aussi, c'est le type d'équipements qui ont été achetés. Et donc là, peut-être que les 50 millions, ça permet d'acheter quelques avions de munitions, par exemple, ou comme on le disait, avec des véhicules et des blindés, et peut-être également que c'est ça qui arrive, mais en tout cas, ça prouve que Trump, très récemment, a quand même changé d'avis et est revenu plutôt à mettre la pression sur la Russie plutôt que sur l'Ukraine. Merci Xavier Titelman. Vous êtes devant le grand dossier consacré ce soir à Poutine, la nouvelle cible de Donald Trump, en guise de riposte aux Américains qui sont peut-être en train de le lâcher. Vladimir Poutine organise une démonstration de force XXL en vue du 9 mai, jour où les Russes fêtent leur victoire sur l'Allemagne nazie, et mène une opération de propagande contre un autre allié de Kiev, la France. Un bataillon français combattrait aux côtés des Russes, nous dit Poutine. Qui sont ces hommes? Combien sont-ils? On va décortiquer évidemment le narratif russe et on va partir dans un instant retrouver Gwendoline Debono en direct de Kiev à l'heure où les Ukrainiens s'attaquent avec la Crimée. Avec l'aval de Trump, nous en débattrons en plateau. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, après ces attaques coordonnées contre des prisons françaises et des domiciles d'agents pénitentiaires, 21 personnes sont actuellement présentées à un juge. Parmi elles, 7 détenus, 2 mineurs accusés d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et délits. Le parquet a requis leur placement en détention. La famille d'Aboubacar Cissé sera bien reçue finalement au ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau avait dans un premier temps refusé de rencontrer la famille du jeune homme poignardé à mort dans une mosquée du Gard il y a une semaine. Ses proches rencontreront donc le ministre lundi, place Beauvau. À 5 jours du conclave, ce sera mercredi prochain, la cheminée, d'où sortira cette fameuse
fumée blanche, signe que les cardinaux électeurs ont trouvé un nouveau pape est prête. Elle trône désormais au-dessus de la chapelle Sixtine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à Poutine, la nouvelle cible de Trump. Je vous le disais, en guise de riposte aux Américains qui sont peut-être en train de le lâcher. Riposte face au monde entier. Vladimir Poutine organise une démonstration de force XXL en vue du 9 mai. Et il mène aussi une opération de propagande contre la France, autre allié de Kiev. Un bataillon de Français combattrait aux côtés des Russes. Qui sont ces hommes? Combien sont-ils en réalité? On va décortiquer le narratif russe dans un instant. Mais d'abord, partons sur le terrain du conflit. Retrouver en Ukraine notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Gwendoline, on va voir ces images qui montrent cette attaque contre la Crimée occupée par les Russes. Plusieurs explosions ont eu lieu à des endroits stratégiques de la péninsule, à Sébastopol ou encore à Katcha, où se trouvent des sites qui abritent des aérodromes militaires russes. Alors, dites-nous, Gwendoline, cette attaque était inattendue contre la Crimée. Est-ce que les Ukrainiens l'ont revendiqué ? Oui, alors absolument, ils l'ont revendiqué. Et puis il y a deux choses qu'il faut voir. Pardon, il y a l'aspect tactique et l'aspect stratégique. Pour l'aspect tactique, on sait que ces attaques ukrainiennes, eh bien, elles ont consisté à aveugler les défenses russes. Les cibles font presque toute partie du système de défense aérienne russe installé sur la péninsule de Crimée. Les Ukrainiens veulent donc pouvoir voler et frapper en Crimée sans être détectés. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que de nombreux missiles qui sont lancés régulièrement sur les villes ukrainiennes le sont depuis la Crimée. Les Ukrainiens veulent éliminer cette menace. Et ils veulent aussi empêcher à tout prix les Russes de se réimplanter, si vous voulez, dans le cadran nord-ouest de la mer Noire, dans un secteur au large d'Odessa, secteur sécurisé, on s'en souvient, par les Ukrainiens au prix de nombreuses opérations depuis le début du conflit. Ensuite, il y a bien sûr, et c'est important de le noter, l'aspect politique. Moscou veut obtenir la reconnaissance internationale de la souveraineté russe sur la Crimée annexée en 2014. Ligne rouge absolue pour l'Ukraine, c'est ce que nous répétait encore avant-hier un officier ukrainien. Cela entérinerait le fait que les Russes ont le droit de prendre notre territoire. Je cite, c'est l'autre effet recherché par cette opération ukrainienne, rappeler que la Crimée est une péninsule ukrainienne. Merci beaucoup pour ces remontées de terrain, pour ces précisions. Gwendoline de Bono, notre envoyée spéciale en direct de Kiev en Ukraine. Général Richoux, le calendrier interroge. Au moment où il y a ce rapprochement entre Donald Trump et Zelensky, on sent que les Ukrainiens sont ragaillardis. Ils sont ragaillardis et surtout, s'ils ont l'assurance d'avoir une logistique qui tient la route et qui continue à être approvisionnée, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de la Pologne, eh bien, ça leur permet effectivement de l'utiliser pour avoir des cibles sur lesquelles ils auraient peut-être économisé jusqu'à quelques jours. Mais ce qui est intéressant, la Crimée, elle n'est pas prête d'être aujourd'hui, ils ne sont pas en état de la reprendre. En revanche, cibler la Crimée, c'est vraiment aussi un symbole politique, c'est-à-dire que c'est chez nous, vous êtes chez nous, donc on vous tape. Et ça, à mon avis, c'est quand même très 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 important quand on voit effectivement, c'est toute la défense solaire, donc c'est sans doute des radars, c'est sans doute aussi les systèmes d'armes, et c'est pour dire que nous n'avons pas renoncé à la Crimée. Tôt ou tard, nous remettrons les pieds sur ce sol qui est à nous, et donc vous n'êtes en sécurité absolument nulle part. Gallagher. J'ai une interrogation en fait, parce qu'on est en train de faire le lien avec la séquence précédente où on a beaucoup parlé des Américains et celle-ci où on est en train de parler de la Crimée. À quel point les Ukrainiens sont-ils dépendants des Américains pour le ciblage? C'est-à-dire, on sait que le réseau satellitaire américain est de loin le plus présent et le plus puissant au-dessus de ces territoires, d'ailleurs au-dessus de l'ensemble du monde. C'est-à-dire que ça fait quand même un moment maintenant qu'ils ciblent la Crimée, donc on imagine qu'ils ont une cartographie relativement précise des cibles, des emplacements et des éléments à haute valeur ajoutée qui sont intéressants pour eux. Mais est-ce que dans ce moment d'apaisement, de détente, je ne sais pas trop comment l'appeler,
Est-ce que voilà, il se tourne vers les Américains et que ces derniers sous Trump sont un peu plus allants aujourd'hui qu'ils n'ont pu l'être dans un passé récent. Les Ukrainiens n'ont jamais cessé de cibler la Crimée, mais comme le décrivait Gwendoline à l'instant, là il y a une grosse phase, une grosse séquence quand même, me semble-t-il. Donc moi j'ai vraiment une interrogation par rapport à ça, par rapport à l'étroitesse de cette coordination sur cette séquence précise. Bien sûr, l'interrogation, elle est tout à fait légitime. Gallagher, on peut se demander si à travers cette opération ukrainienne, il n'y a pas un moyen de pression américain. Regardez ce que dit Keith Kellogg, qui est l'émissaire américain de Donald Trump sur le dossier ukrainien. Il dit « La Russie devra finir par comprendre qu'elle ne gagnera pas la guerre. Personne ne la gagnera militairement. Seule la diplomatie fonctionnera. L'Ukraine l'a bien saisi. La Russie doit encore s'y résoudre. » Comment vous l'interprétez, Christine Dugouin-Clément ? Vous, justement, qui savez décrypter les sous-entendus dans les prises de parole. On a plusieurs choses. Alors, effectivement, le fait de pousser sur le territoire de Crimée n'est pas neutre, surtout quand on est à la veille du 9 mai, qui est quand même la célébration de la Grande Guerre patriotique, où on va retrouver beaucoup de narratifs russes comme de manière assez habituelle. Ce que l'on voit néanmoins là, c'est que l'Ukraine a fait la démonstration qu'elle ne fermait pas la porte, qu'elle était prête à négocier, à retravailler les accords. Elle l'a fait avec talent sur, on l'évoquait tout à l'heure, sur les accords des terres rares, là où la Russie reste effectivement très en blocage. Pour autant, on n'avance pas extrêmement fortement sur le quid du comment. C'est comme sur le fait qu'il y aurait une présence américaine, on n'explique pas pourquoi, où ou comment et de quelle manière. On est sur des garanties de sécurité qui restent relativement floues et qui laissent une possibilité aussi à avoir un conflit qui serait relativement figé sur les lignes que l'on a à l'heure actuelle, ce qui ne serait pas complètement au désavantage de la Russie, puisque dans ce cas-là, ça permet un petit peu d'essayer de reconsolider une partie de ses stocks sans avoir une paix complète qui forcerait plusieurs éléments. Récupérer les troupes qui sont sur le terrain, avec notamment des hommes qui seront atteints de PTSD, entre autres choses, faire potentiellement un repivot de l'économie, remodifier les objectifs de guerre annoncés par le président russe. Donc on est dans ces approches-là, on laisse une porte ouverte, on en dit, mais sans trop en dire, personne ne la gagnera militairement. Oui, on va être sur de la diplomatie, donc on est sur une approche transactionnelle. Quel en sera le niveau, et que l'Ukraine continue de pousser, y compris sur le territoire criméen, pour moi est important, dans la mesure où il y avait plusieurs propositions de plan de paix qui disaient que, quelque part, de facto, on arrêtait et sur la Crimée et sur les territoires de l'Est. Alors, cette séquence déplaît fortement au Kremlin, qui veut justement montrer les muscles à travers cette démonstration de force en vue du 9 mai. On va en parler dans un instant avec Elena Volochine, qui nous a déjà rejoint. Bonsoir, grand reporter pour France 24, ancienne correspondante à Moscou et auteur de ce livre « Propagande, l'arme de guerre » de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. Vous êtes parfaitement armé pour nous décrypter justement la stratégie du président russe. Avant de vous entendre, Gallagher, vous vouliez réagir justement? Très rapidement sur Keith Kellogg, j'entends souvent dire « Ah oui, mais Keith Kellogg, vous savez, c'est pas le plus important, il est un peu écarté, etc. » C'est pas vrai. Il a été choisi par Donald Trump, et quand il dit ça, il va sur Fox News pour le dire. C'est une manière de le dire au président Trump. Oui. Et si le président Trump, il n'a pas envie d'entendre ça, et c'est pas la première fois qu'il dit des choses comme ça, le général Kellogg. Donald Trump, dans la minute, il le fait appeler pour lui dire « T'es gentil, mon coco, ça suffit. Tu arrêtes de parler comme ça. » Or là, clairement, il a carte blanche. Rappelez-vous que c'est lui qui avait fait fuiter le fameux plan, qu'on avait beaucoup discuté, avec cette comparaison franchement très malheureuse avec le Berlin de l'après-guerre et la division. Voilà, juste c'est le regard que je voulais proposer sur ce propos de Keith Kellogg, qui, à mon sens, est pas anodin. Évidemment, au chapitre de la propagande qui sert de contre-feu quand Moscou est en difficulté, Poutine affirme que des citoyens français se battent aux côtés des Russes au sein d'une unité baptisée Normandie-Niemen, un nom célèbre dans l'armée de l'air française. Qui sont ces hommes et combien sont-ils en réalité, parce que Poutine parle tout un bataillon. Jade, vous nous avez rejoint, racontez-nous. Oui, c'est toute la propagande du Kremlin qui affirme que des Français se sont engagés aux côtés de l'armée russe. Vous allez entendre Vladimir Poutine qui en parle lui-même, c'était en début de semaine à Moscou, écoutez. Il y a des gens qui ont partagé et partagent encore nos principes et nos valeurs, et qui sont à nos côtés.
Aujourd'hui, des citoyens français se battent aux côtés de nos soldats. Dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Ils ont baptisé leur unité Normandie-Niemen, comme l'ont fait leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères. Alors cette unité qui combattrait effectivement aux côtés des forces russes, vous avez entendu son nom, Normandie-Niemen. Avant d'expliquer de qui il s'agit, pourquoi Normandie-Niemen, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est le nom effectivement d'une unité célèbre de l'armée de l'air française qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une unité de chasse, donc avec des pilotes français qui ont combattu aux côtés sur le front de l'Est aux côtés de l'armée soviétique. C'est un cas presque unique d'armée occidentale qui a combattu effectivement aux côtés de l'armée rouge. Donc les symboles auxquels s'attaque Vladimir Poutine aujourd'hui sont nombreux. On voit bien effectivement la volonté d'instrumentaliser ce nom célèbre à quelques jours des célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, du 80e anniversaire. Là, il n'est pas question d'avions de chasse, mais de drones. L'unité dont parle Vladimir Poutine, c'est une unité spécialisée dans l'usage de drones. De qui on parle précisément? Petit exemple avec cet homme. Oui, je le ressens parce que ici nous sommes donc c'est une unité mixte où il y a. Я воюю в отряде, где служат и русские, и французы, как и в исторической Нормандии и Неман времен Второй мировой войны, где были французские пилоты и русские механики. Alors c'est TASS, l'agence de presse russe, qui republie cette vidéo, qui met donc en scène des hommes supposés être français en uniforme militaire. Celui qui est en arrière-plan, je regardais, je parle sous votre contrôle, mais ça ressemble davantage, il a un uniforme qui ressemble davantage aux uniformes que portait la milice Wagner, enfin plus en tout cas que ceux que porte l'armée régulière russe. Combien sont-ils? Difficile de le savoir précisément. Certains spécialistes parlent de plusieurs dizaines de soldats engagés, d'autres de quelques soldats seulement. Sur ces vidéos, on n'en identifie que 4, donc ils sont probablement pas très nombreux. Selon une chaîne de télévision russe, on peut en identifier certains. Il y en a un qui porte, vous voyez, l'indicatif Padré, qui aurait rejoint le Donbass en décembre dernier, et un autre qui porte l'indicatif Gauthier, qui lui serait arrivé il y a un mois. 2 volontaires qui seraient donc d'anciens officiers de l'armée française. Pour celui que l'on nomme Gauthier, Russes et Français doivent lutter ensemble contre des idées dégénérées, les idées dégénérées de l'Occident. Fin de citation. À leur tête, un homme, Sergueï, vous allez le voir, c'est celui qu'on a flouté sur cette image. C'est un franco-russe de 31 ans. Sa mission à lui, former justement tous ces soldats à l'usage de drones sur le terrain. Et il parle lui-même, vous allez l'entendre, de son ancienne nationalité française et de sa nouvelle nationalité russe. C'est mon passeport français. Il est expiré et personne ne m'en fabriquera un nouveau. Et voici mon passeport russe. Je l'ai reçu cet été. Ça faisait longtemps que je l'attendais. On doit attendre 10 ans pour l'obtenir. Mais maintenant, c'est bon, j'ai la citoyenneté. Mes efforts ont été reconnus. J'ai une famille, une femme, un enfant. Alors, Le Figaro avait fait un reportage sur lui il y a un an précisément. Cet homme-là, c'est Sergueï Munier, vous en parliez à l'instant. Effectivement, il est né à Lugansk. Il a quitté en fait la Russie quand il était jeune avec sa mère. Et il est ensuite revenu en 2014 pour s'engager d'abord aux côtés des séparatistes du Donbass. Et ensuite, il a rejoint l'armée régulière russe. Merci beaucoup, Jade. C'est extrêmement intéressant. Alors, on a mis entre guillemets soldats français parce que c'est l'expression de Poutine. Il n'y a aucun soldat français qui, évidemment, soutient les Russes. Ce sont des combattants, ce sont des démarches à titre individuel. Votre regard général? Alors, quand on en voit 4, déjà, il paraît qu'il y a un bataillon. Moi, j'aimerais bien voir le bataillon. Pourquoi ils n'ont pas présenté le bataillon? Alors qu'il y a des soldats perdus. On a eu la Das Reich, donc il peut y avoir quelques soldats qui effectivement, combattent aux côtés des Russes. Ça, bon, il y a bien un Américain, le fils de la directrice adjointe de la CIA, qui s'est fait tuer aux côtés des Russes dernièrement. Donc là, il y a véritablement rien d'extraordinaire là-dedans. Mais ce qui est très douteux, le gars, il dit ça, c'était mon passeport français, machin, il le dit en russe. Enfin, je veux dire, c'est un franco-russe. Ouais, c'est un franco-russe, mais s'il veut nous montrer qu'il parle français, qu'il nous parle français et qu'il parle un français absolument impeccable. Donc là, pour le moment, il le marque. S'il veut nous montrer. Et puis alors, fort opportunément, derrière, il y a le drapeau de la Normandie, vous voyez, donc tout ça, c'est quand même assez mis en scène. Non, mais sérieusement. Donc, on ne peut pas dire. Ce sont des mercenaires, soit des gens qui sont idéologisés, ça c'est très très possible aussi également, mais jusque-là, je ne vois pas la preuve qu'on ait un bataillon. Un bataillon, c'est 500 personnes, minimum. Mais oui, c'est voilà. Ça. Donc, c'est pas. On est.
la Das Reich, c'était plusieurs milliers de personnes qui sont parties se battre aux côtés d'Hitler sur le front de l'Est. Donc là, pour le moment, il y a 4 soldats égarés dans ce reportage, très bien. Si, c'est possible, mais ça fait quand même pas un ralliement massif aux idées de Vladimir Poutine. C'est quand même très intéressant qu'ils souhaitent communiquer là-dessus maintenant. Mais oui. 2 choses. La première, l'évidence, le 9 mai, quand on voit les pays qui s'alignent pour défiler aux côtés des Russes, on comprend que dans l'esprit de Vladimir Poutine, il manque quand même quelques acteurs clés et qu'il y en a qui ne correspondent pas tout à fait à l'histoire, en tous les cas, telle qu'on me l'a enseigné. Quand je vois, je ne sais pas, par exemple, la Serbie ou la Slovaquie, mes notions concernant les différents camps de la Deuxième Guerre mondiale sont peut-être un peu fumeuses ou gazeuses, mais il me semble qu'ils n'étaient pas exactement du bon côté de l'histoire. C'était des nations satellites de l'Allemagne nazie. En revanche, donc il y a cet aspect-là pour Vladimir Poutine. Il y a la volonté de se désenclaver, d'internationaliser l'effort, etc. Il y a autre chose aussi, sans doute, c'est de dire à la France, qui est la plus allante sur l'idée des troupes de réassurance, vous savez quoi, vous avez votre voix, mais nous aussi on a une partie de votre voix et elle est de notre côté. Et si vous envoyez vos soldats sur le front ukrainien, il est possible que les vôtres, mais qui sont aussi les nôtres, se retrouvent face à eux. En voici la preuve. Après, j'abonde totalement dans le sens du général Richoux. Je sais pas, on n'a pas eu cette conversation, je le dis pour les gens qui nous regardent. Je ne sais pas pourquoi on a choisi de flouter le visage de Sergueï Munier. Il est connu défavorablement de nos services. J'ai pas lu le reportage du Figaro, mais il y avait Nicolas Quesnel qui vient de temps en temps sur ce plateau, qui avait fait un excellent travail pour Blast, où il fait le portrait en fait de Sergueï Munier, avait décrit la mécanique de sa logique d'engagement qui est effectivement identitaire. Il soutient le projet de la nouvelle Russie. Moi, ça me rappelait un autre dossier sur lequel on avait vu ce type de profil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Français qui s'engageaient aux côtés des loyalistes en Syrie au motif que Assad était le dernier défenseur de la chrétienté dans ce conflit entre l'islam radical, djihadiste, etc. Totalement mensonger. On en est largement revenu depuis. Mais il y a ça chez Sergueï Munier, c'est-à-dire que, comme le disait très bien le général Richoux, il y a un truc idéologique, identitaire, plutôt lié à l'extrême droite, et il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres. On a appris effectivement la présence d'un Américain qui était alors non pas le fils de la directrice adjointe de la CIA, mais de la directrice adjointe du département de l'innovation digitale, qui est quand même un département très important. Donc il y a des internationaux du côté de la Russie. Christine Dugouin-Clément, avant qu'on rejoigne Elena Volochine. Oui, non, rapidement. Alors, c'est déjà une vieille histoire que le Kremlin, par divers voies plus ou moins directes, ressort de combattants étrangers, etc., sur ces idées-là. Bon, depuis 2014, on l'a de manière régulière, à des moments un petit peu clés. Il faut, à mon avis, inscrire ça aussi dans une approche de la relation de la Russie et de son approche belliciste par rapport à la France, où il faut être très clair, on est ciblé d'un point de vue informationnel de manière extrêmement importante depuis un certain temps, sur le cadre des opérations cyber, tout aussi fortement. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères à l'ONU, pardonnez du peu, qui a d'ailleurs pointé du doigt directement l'action du GRU, donc le service de renseignement militaire. Donc on est exactement dans ce moment-là où on pointe du doigt de manière extrêmement forte, et la réponse que vous avez, c'est oui, mais attendez, de votre côté, vous avez ces éléments-là, avec, on le sait, des attaques informationnelles qui visent de plus en plus à diviser une population et à la polariser. Donc on est vraiment dans cette approche-là, plus de cette un petit peu vieille histoire que l'on revoit, qui est un petit peu une déballe qu'on envoie quand on est relativement mal à l'aise. En guise d'avertissement, Vladimir Poutine organise cette démonstration de force déjà en vue du 9 mai. C'est le jour où les Russes fêtent leur victoire sur l'Allemagne nazie. En France, en Europe, c'est le 8 mai. En Russie, c'est le 9 mai. Chars, camions militaires équipés de drones sur le modèle des drones Shahed. Justement, sur cette photo, Général Richoux, est-ce que ce sont bien des drones iraniens ou ce sont des drones russes qui copient les Iraniens? Alors ça, c'est difficile à dire. Mais ce sont du Shahed. Mais le Shahed, il est fabriqué sous licence en Russie aujourd'hui. D'accord. Oui. Donc, effectivement, ça peut être du Shahed russe. On peut le dire comme ça aujourd'hui.
mais ça ressemble fortement au Shahid russe. Donc effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils importent du matériel étranger et que pour défiler le 9 mai, ils ne peuvent pas montrer simplement leur beau matériel de type soviétique qui s'est fait étrier par les Ukrainiens, mais ils sont obligés d'aller importer du matériel de l'étranger. C'est tout un symbole, hein. Elena Voloshin, un grand reporter pour France 24, ex-correspondante à Moscou et je le rappelle, auteur du livre Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. On sait que Xi Jinping, le président chinois, participera à la célébration du jour de la victoire en Russie. On attend peut-être aussi Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qui a été invité. Est-ce que c'est une manière pour Vladimir Poutine de montrer que la Russie est une puissance et qu'elle n'est pas seule ? Alors, je me permets juste de rectifier un tout petit peu la lecture d'un Vladimir Poutine en réaction qui veut montrer les muscles, vous disiez tout à l'heure, en réaction à la démarche américaine de rapprochement avec l'Ukraine, supposée, à laquelle je ne crois pas vraiment parce qu'on a tendance à le surinterpréter seulement à l'aune de cet accord sur les ressources qui a été signé. La parade militaire du 9 mai et tout ce qu'il y a autour, l'historien norvégien Anton Weisvendt le qualifie de mélange d'opérations militaires et de Jeux olympiques. C'est quelque chose qui a lieu tous les ans depuis 1995. Vladimir Poutine a restauré la présence de l'artillerie lourde et de l'aviation à partir de 2008. Et c'est un événement qui est annuel et qui participe, auquel on se prépare toute l'année. Il y a un comité de la victoire, il y a vraiment des événements, des centaines d'événements à travers le pays toute l'année, avec pour point culminant cette parade du 9 mai. C'est un événement qui participe à la construction propagandiste du mythe d'une grande Russie qui est repartie en guerre contre le nazisme à partir de 2014. C'est-à-dire que lorsque l'Ukraine a voulu se tourner vers l'Europe et s'est détournée de la Russie, et que la Russie a produit l'accusation en fascisme et en nazisme à l'encontre des Ukrainiens, au moment de l'annexion de la Crimée et de la première guerre d'Ukraine, celle du Donbass à laquelle la Russie a participé, mais de façon secrète, eh bien, à partir de ce moment-là, cette parade militaire, avec les rubans de Saint-Georges, qui sont redevenus le symbole, en fait, aujourd'hui, dans ce discours russe de la lutte contre le nazisme, cette parade militaire, c'est seulement le point culminant d'événements annuels qui tendent à bâtir ce mythe. Je fais exprès vraiment de mettre l'accent là-dessus parce qu'il est important de comprendre dans quel espace de récit on se trouve, dans quelle ferveur patriotique on se trouve et quel est le récit national que construit Vladimir Poutine autour de la capitulation de l'Allemagne nazie. Notre penseur disait tout à l'heure sur votre plateau qu'il instrumentalise en fait la mémoire du régiment Normandie-Niemen en pervertissant en fait en quelque sorte cette mémoire en disant qu'aujourd'hui il y a des soldats français qui combattent de nouveau le nazisme comme leurs parents et leurs grands-parents l'ont combattu. Les Français en sont victimes et les Russes en sont victimes aussi en fait au quotidien lorsque on leur dit les soldats qui aujourd'hui combattent en Ukraine le font pour honorer la mémoire de leurs parents et de leurs grands-parents qui ont combattu le nazisme. Et c'est vraiment pour consolider ce mythe que tout le pays est mobilisé dans l'espace militaire comme dans l'espace civil pour la gloire en fait, de la Grande Russie. Et effectivement, depuis 2022, on a les vétérans de la dite opération militaire spéciale qui défilent aussi sur la place rouge. Vous avez rappelé évidemment cette tradition qui s'inscrit dans le narratif russe depuis des années. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, Xi Jinping, il va participer à ce 9 mai. Alors, il y participe tous les ans, tout comme d'ailleurs Kim Jong-un qui était aussi l'année dernière. Alors, je me dédie, il n'y participe pas tous les ans. En fait, la tradition veut que tous les 5 ans, les chefs d'État étrangers soient invités. Et d'ailleurs, en 2015, gros revers pour Vladimir Poutine, lorsque notamment François Hollande, Angela Merkel, Barack Obama ont boudé ces célébrations qui traditionnellement réunissent les alliés. Mais là, il y avait vraiment un point de rupture parce que justement, 2015, on en était donc aux 70 ans après l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Eh bien, les chefs d'État occidentaux ont dit non à Vladimir Poutine. Ça a été le point de rupture. Et là, effectivement, on en est aux 80 ans. C'est une date extrêmement importante non seulement pour les Russes qui, eux, honorent sincèrement, pour beaucoup, la mémoire. On dit, selon la propagande soviétique, cette fois qu'il y a eu 27 millions de victimes soviétiques. Le chiffre réel, évidemment... Elena Voloshin, je me permets juste de vous interrompre. Parce qu'il y a des images, là, des images de troupes militaires chinoises qui défilaient hier dans les rues de Moscou.
Ça, oui, alors ça, si je ne m'abuse, par contre, c'est une première, effectivement. Les troupes chinoises qui défilent, voilà, non, on en trouve. Donc là, on a une première, les troupes chinoises qui défilent. D'ailleurs, apparemment, il y a des Chinois aussi qui combattent aux côtés des Russes. Puisque les Ukrainiens en ont fait prisonnier. Vladimir Poutine ne l'a pas encore confirmé ça officiellement. Il y aurait peut-être quelques soldats perdus, mais peut-être pas, puisqu'on voit justement qu'il y a là tout un bataillon qui a l'air de défiler. Des Nord-Coréens, ça, Vladimir Poutine et les officiels nord-coréens l'ont confirmé le 29 avril. On a le 29 avril. Le lendemain, on avait une reportrice d'une chaîne de propagande russe qui s'est rendue auprès d'un bataillon de Nord-Coréens. Donc il y a effectivement potentiellement une volonté en ce 9 mai, en ces 80 ans particuliers de Vladimir Poutine, de montrer qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas isolé, de faire une démonstration de ses alliés à l'Est, chinois et nord-coréens. Merci beaucoup Elena Voloshin, grand reporter pour France 24 et ancienne correspondante à Moscou. Vous êtes au bon endroit devant le grand dossier sur la 26, grand dossier consacré ce soir à Poutine, la nouvelle cible de Donald Trump. Alors que le président américain se retourne contre le président russe, ce dernier veut montrer toute sa puissance, on l'a dit, à travers le défilé du 9 mai, mais aussi en multipliant les attaques cinglantes contre les alliés de Kiev, notamment la France, et sa puissance nucléaire. Regardez ce que dit Alexei Meshkov, qui est l'ambassadeur russe justement en France. Il dit « Il y a les parapluies de Cherbourg qui protègent efficacement une seule personne de la pluie. Il y a aussi les parapluies qui décorent les cocktails au restaurant. » Ce dernier exemple est plus proche de la capacité de la France à créer des parapluies nucléaires pour l'Europe. Alors maintenant, la dissuasion nucléaire française ne vaut rien selon Moscou. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de l'ambassadeur de Russie en France. Oui. Avant les ambassadeurs, moi, j'avais compris que c'était fait, j'étais en ambassade d'ailleurs 3 ans à Berlin, c'était fait pour faire du lien entre les peuples. Bon, on a vu que depuis l'ambassadeur chinois là, qui est reparti dernièrement, là, qui faisait partie des durs du régime et qui critiquait la France en permanence, et puis que là maintenant, eh bien, on menace quasiment, un ambassadeur non plus n'est pas là pour faire de la diplomatie, pour essayer d'établir des ponts, mais simplement pour menacer la France. Donc ça, c'est quand même déjà intéressant. Ça prouve quand même qu'il y a une certaine nervosité du côté de Moscou. La deuxième chose, la deuxième remarque que je fais, c'est quel beau compliment pour un pays qui a des parapluies de Cherbourg, qui ne pèse absolument rien sur le plan international, que de consacrer comme ça une saillie pour nous expliquer qu'on est des gens absolument ridicules. Bon, je veux dire, si on est des ridicules, pourquoi en parle-t-il? Donc, ils nous écrasent, on sert à rien, etc., etc., etc. Donc, non, je veux dire, là, il y a un beau compliment, ça prouve que la France pèse, sinon, il ne serait pas obligé de dire ce genre de choses-là. Et puis, la troisième chose, c'est que je rappelle qu'un sous-marin nucléaire, c'est à peu près 1000 fois Hiroshima, donc on est capable, demain, d'infliger des dommages absolument irréparables à la Russie si d'aventure il voulait tenter quelque chose contre nous. Donc aujourd'hui, la stricte suffisance fait que, eh bien, si les Russes voulaient nous attaquer, notre capacité de riposte fait que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. C'est le principe de la dissuasion. Donc on a plusieurs milliers de fois Hiroshima à notre disposition, c'est-à-dire qu'on peut raser toute la Russie utile à peu près, donc à peu près toute la Russie utile, toutes les grandes villes. Donc voilà. Mais ça, ils le savent. Pour finir, je vais simplement dire qu'en 1976, il y avait le plan d'attaque de l'Union soviétique vers l'Europe, qui a été dévoilé, me semble-t-il, par les Polonais dernièrement, et où la France avait une place particulière parce que l'incertitude française en matière de dissuasion nucléaire faisait que, on ne sait pas très bien, on connaissait les Américains, mais on pouvait aller attaquer l'Allemagne, mais la France, on lui réservait une place un petit peu particulière parce qu'on ne savait pas comment elle allait réagir dans le cas d'une attaque occidentale. Donc, je crois effectivement qu'il nous a fait un très beau cadeau avec une très très belle couronne de laurier de puissance globale, et je le remercie du fond du cœur. Dans le cadre de cette opération de propagande XXL, sur tous les fronts, je voudrais vous montrer cette image qui nous a tous fait réagir dans la rédaction, et on va faire un parallèle avec ce qui se passe en France. On peut vous montrer ces images en France d'un carnaval, d'une fête d'école à Lyon, assez
enfantine évidemment, hein, avec des déguisements, avec des super-héros, des princesses. Voilà en général l'état d'esprit hein, des fêtes à la maternelle ou en école primaire. Regardez ce qui se passe en Russie. Voilà à quoi ressemblent les défilés d'enfants. Alors c'est les images ici à Voronej. Les enfants qui défilent dans des chars. Voilà, on se croirait dans un mini 9 mai avec tout l'attirail du soldat et des drapeaux. Regardez, alors il y a des enfants qui portent évidemment des avions de combat. Et il y a aussi cette autre image de cet enfant qui est presque déguisé en général russe. Regardez, c'est quand même assez hallucinant. Qu'est-ce que ça dit, Christine Dugoin-Clément? Alors là, je ferai un petit peu écho à ce que disait Madame Voloshin tout à l'heure. Quand vous regardez le 9 mai, parfois vous allez avoir des familles qui viennent en allant, y compris décorer les poussettes en la transformant en char. On se croirait en Corée du Nord. Hein. On va avoir ce genre d'éléments. Donc c'est pas quelque chose qui est fondamentalement novateur encore, mais que l'on va pousser. Mais ils sont tout petits. Hein. Oui, ils sont tout petits et ça s'inscrit quand même dans quelque chose qui est plus large. On pourrait parler notamment de l'usage des jeux vidéo qui se fait. Il y a une vraie volonté à l'heure actuelle au niveau du Kremlin d'aller utiliser ce qu'on appelle le e-sport, donc les jeux de sport, dans une visée de propagande ou de militarisation. Alors typiquement dans le e-sport, dans des compètes, vous allez avoir de la conception, de la gestion de drones, du pilotage de drones. Il y a un cyber-tournoi qui est organisé à Moscou, dans lequel les participants vont faire quoi? Ils vont prendre d'assaut les tunnels souterrains, virtuels, hein, certes, d'Azovstal, donc de Mariupol, dont vous vous rappelez. Donc on a ce genre d'éléments-là. Et puis vous allez avoir, ça c'est un élément hein, dans un des jeux, Squad 22 Et puis il y a d'autres structures alors qui sont sur d'autres publics. On pourrait parler de la mise en avant d'un jeu qui s'appelle African Dawn, qui a été diffusé à l'été 2014 sur le continent africain, où on peut prendre, qui est un jeu type stratégie, si vous voulez, où le problème, c'est que le point de départ est dans une vision complètement russe. Et on a d'autres choses où là, on va travailler sur Roblox, par exemple, que probablement vos auditeurs connaissent s'ils ont des enfants assez jeunes. C'est une plateforme sur laquelle on va créer des jeux, où vous avez Mariupol, Bakhmout, qui vont être recréés de manière assez réaliste pour aller recréer cette approche-là, mais avec une approche qui sert l'idéologie et le narratif moscovite. Et on est sur des enfants qui vont être très jeunes. On va vous dire que ce sont des écoliers autonomes qui le créent parce que, en souvenir de leur papa dans l'opération spéciale, quand vous regardez les financements qui ont pu être donnés, on peut douter de l'autonomie, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté-là de travailler sur les publics les plus jeunes. Gallagher, juste avant de vous entendre, je ne résiste pas dans ce débat à vous montrer cette séquence. C'est une exclusivité, hein. Le journaliste préféré de Poutine qui a eu accès aux appartement privé du président russe. Hein. Il décroche toutes les exclus. Et c'est un moment assez fort, assez intimiste que j'ai envie de vous montrer. Mettez-vous un réveil le matin? Je me réveille tout seul. Ah bon? Oui, parfois il me réveille plus tôt. Mais en règle générale, je me réveille moi-même. C'est près de cette cheminée que vous avez bu le thé avec Xi Jinping? Oui, mais aussi avec les Clinton. Vous étiez aussi proche que ça avec les Clinton? Oui, bien sûr. Un documentaire exclusif de Pavel Zarubin. Qu'est-ce que je peux vous servir? Le 4 mai à 21h sur Russia One. Gallagher. Non, c'est intéressant parce que Vladimir Poutine éprouve le besoin de s'adonner à cet exercice qui est un exercice de communication qui rappelle ce que les présidents américains font assez régulièrement. C'est une manière de les humaniser, de les rendre proches du peuple, entre guillemets. Dans cette séquence, Vladimir Poutine explique que ça fait 3 ans qu'il passe plus de temps que d'habitude au Kremlin, ce qui veut dire qu'il y a quand même un souci du côté de l'opération militaire spéciale en Ukraine. C'est rare pour lui de faire ça, mais c'est pas la toute première fois. Je voulais juste ajouter un adjectif, un dernier sur les enfants qu'on voyait dans la séquence précédente. On va montrer l'image. Très important pour moi de le dire, même si on voit bien l'effort de militarisation des consciences dans un très jeune âge. Ils sont peut-être russes, mais ils sont innocents, ces enfants. Ils sont tous innocents. Vous les avez comparés à des enfants français du côté de Lyon dans un carnaval ou quoi. C'est pas parce qu'ils sont dans des simili-chars ou en tenue militaire, etc., qu'il faut les voir comme des ennemis. Ce sont des enfants et par définition, d'où qu'ils soient, quel que soit le déguisement, le contexte, quoi, ils sont
innocents, ces enfants. Mais on voulait évidemment montrer l'instrumentalisation par le pouvoir russe. Merci à tous d'avoir participé à ce grand dossier.